Bonjour, aujourd'hui on va parler réseau. On est tellement habitué à être connecté tout le temps. Ah oui, c'est clair. On clique et hop, ça s'affiche. Exactement. Mais derrière ce clic, il y a toute une mécanique invisible. Et Mm. c'est ça qu'on va explorer un peu. D'accord. On va plonger dans les fondamentaux des réseaux, en s'appuyant sur des supports de cours universitaires. Niveau licence 1, IDA UVS 2018, pour être précis. Ok, très bien. Des bases solides donc. C'est l'idée. Comprendre comment nos machines arrivent à dialoguer entre elles. Surtout pour se connecter à Internet, et aussi comprendre ce langage un peu bizarre qu'elles utilisent. Le binaire, j'imagine. On y viendra. Alors, première question. Pour qu'un ordi puisse s'échanger des infos, il lui faut quoi concrètement? Les documents parlent de trois éléments clés. Oui, c'est ça. Le physique, le logique et puis les applications. C'est une bonne façon de voir les choses. Le physique, d'abord. Alors, le physique, c'est le matériel, le tangible, quoi. La carte réseau, la fameuse NIC qu'on a dans l'ordinateur, ou alors le modem si on passe par la ligne téléphonique. Le modem. Ce bon vieux modem. Eh oui, son rôle, c'est modulateur-démodulateur. En gros, il traduit. Il prend les signaux numériques de l'ordi et les transforme en signaux analogiques pour la ligne téléphonique. Et inversement. D'accord. C'est la première brique pour que le courant passe, si on veut. C'est un peu ça, oui. Ensuite, une fois qu'on a le lien physique, il faut des règles pour que la communication ait un sens. Ça, c'est la connexion logique. Et là, on parle de protocole. Exactement. Les protocoles, c'est des normes, des règles formelles pour que les appareils se comprennent. Pour Internet, le plus connu, c'est TCP/IP. Ah oui, TCP/IP, on voit ça partout. C'est un peu la langue universelle d'Internet. C'est un ensemble de règles hyper robustes d'ailleurs, très fiable. Ok, donc on a le matériel, on a les règles, et après, Après, il faut bien quelque chose pour utiliser tout ça. C'est là qu'interviennent les applications. comme le navigateur web par exemple. Tout à fait. Le navigateur comme Chrome, Firefox ou avant Netscape, Internet Explorer, ou même un logiciel pour transférer des fichiers, le FTP. Ces logiciels utilisent les protocoles comme TCP/IP pour demander et afficher les données. Les pages web, les fichiers. C'est ça. Et parfois, ils ont besoin de petits modules en plus, des plugins, tu vois, pour lire des trucs spécifiques comme des vidéos flash ou d'autres formats. D'accord. C'est quand même fou toutes ces couches qui s'activent juste pour afficher une simple page. Bon, justement, comment ils communiquent ces machines? Tu parlais de langage bizarre. Ah oui, là, ça devient intéressant. Les ordinateurs, ils ne fonctionnent pas comme nous avec nos chiffres de 0 à 9. Eux, c'est le binaire, la base 2. Que des zéros et des 1. Exactement. Tout est basé sur deux états, on ou off, allumé ou éteint, qu'on représente par 1 ou 0. C'est lié aux composants électroniques, les transistors. Et l'unité de base, c'est le bit. Oui, le bit, binary digit, un 1 ou un 0. Et on les groupe souvent par 8. Ça forme un octet. Un octet, 8 bits. Voilà. Et avec 8 bits, on peut faire 2 puissance 8, soit 256 combinaisons différentes. Ça suffit pour représenter une lettre, un chiffre, un symbole ou une petite instruction. C'est un peu leur alphabet, quoi. Ok. Des zéros et des 1. Et comment ça se transforme en adresse sur Internet? Pour que mon ordi sache où envoyer un mail, par exemple. Alors, chaque appareil connecté au réseau a une sorte de numéro de téléphone unique. C'est l'adresse IP. Historiquement, et encore beaucoup aujourd'hui, c'est une série de 32 bits. 32 zéros ou 1. Pas très pratique à lire, hein. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'on l'écrit différemment. On la découpe en 4 groupes de 8 bits, 4 octets, et chaque octet, on le convertit en nombre décimal, de 0 à 255. Et on met des points entre. Ça donne les adresses qu'on voit parfois, genre 192.168.1.10. Ah oui, ça me parle plus. Mais j'ai aussi entendu parler de masque de sous-réseau. C'est quoi ce truc? Le masque de sous-réseau, c'est une autre adresse de 32 bits. Elle fonctionne en tandem avec l'adresse IP. Son but, c'est d'aider l'ordinateur à savoir quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau, le quartier, et quelle partie désigne l'ordinateur spécifique, la maison dans ce quartier. Un peu comme un code postal et une adresse de rue. C'est une bonne analogie. Le masque permet de faire cette distinction en utilisant une opération logique, un été booléen, entre l'IP et le masque. Ça donne l'adresse du réseau. C'est essentiel pour organiser les communications, surtout sur un réseau immense comme Internet. D'accord, je vois l'idée. C'est plus clair avec l'analogie du quartier de la maison. Et pour construire ces réseaux, ces quartiers, on utilise du matériel spécifique, non?
Les hubs, les switches, les routeurs, c'est quoi leur rôle? Oui, ce sont les équipements qui connectent tout ça. Alors le hub ou concentrateur, c'est le plus simple. On branche les appareils dessus et quand il reçoit une information sur un port, il la répète sur tous les autres ports. Comme quelqu'un qui crierait l'info dans une pièce. Tout le monde entend. Exactement ça. C'est pas très efficace parce que ça crée beaucoup de trafic inutile. Tout le monde reçoit tout, même si ça ne le concerne pas. Et la bande passante est partagée. C'est un peu dépassé aujourd'hui. Ok. Le crieur public du réseau. Et le switch. Le switch, ou commutateur, lui, il est plus malin. On dit parfois que c'est un pont multiport. Il apprend quelles machines sont connectées à quel port en regardant les adresses sources des données qui passent. Ah, il tient un petit carnet d'adresses. En quelque sorte, oui. Du coup, quand une information arrive pour une machine précise, il ne l'envoie que sur le port où cette machine est branchée. Il ne crie plus, il chuchote à la bonne personne. Beaucoup plus efficace, j'imagine. Carrément. Ça réduit le trafic inutile et chaque connexion peut utiliser toute la bande passante disponible pour ce port. C'est la base de la plupart des réseaux locaux aujourd'hui. D'accord. Le hub crie, le switch chuchote. Et le routeur, alors, il fait quoi? C'est lui qui nous connecte à Internet, non? Souvent, oui. Le routeur, son rôle principal, c'est de connecter différents réseaux entre eux. Par exemple, ton réseau local à la maison, ton LAN, avec le réseau de ton fournisseur d'accès Internet, un WAN, et donc Internet. Il fait le lien entre les quartiers. Voilà. Et il est encore plus intelligent que le switch. Il regarde l'adresse IP de destination des données et il connaît la carte des réseaux environnement. Il choisit le meilleur chemin pour acheminer les données vers leur destination finale, même si ça doit passer par plusieurs routeurs successifs. Le GPS du réseau, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Il prend des décisions de routage. Et autre chose importante, il arrête les broadcasts, ces messages envoyés à tout le monde sur un réseau local. Il évite qu'ils inondent d'autres réseaux. C'est vraiment lui qui permet à Internet de fonctionner à grande échelle. Bon, récapitulons un peu. Si j'ai bien suivi, pour se connecter, il faut le matos, carte réseau, modem. Ensuite, des règles communes, les protocoles, comme TCP/IP, et des logiciels, les applications, pour utiliser tout ça. C'est ça. Tout ce petit monde communique en binaire, avec des 0 et des 1. Et pour s'y retrouver, il y a les adresses IP et les masques qui organisent tout ça en réseau et sous-réseau. Exactement. Et physiquement, on relie tout avec des hubs, les crieurs, des switches, ceux qui chuchotent, et des routeurs, les aiguilleurs ou les GPS. C'est bien ça? Tu as parfaitement résumé. C'est vraiment une structure organisée, pensée pour que les machines puissent échanger des informations de manière efficace. C'est fascinant de voir toute cette complexité cachée derrière des gestes devenus si quotidiens. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ces concepts de base, la connexion physique, les protocoles, l'adressage, le matériel comme les switches et les routeurs, on les retrouve un peu partout maintenant. C'est-à-dire? Mais pense aux objets connectés qu'on a de plus en plus à la maison, la domotique, les assistants vocaux. Tout ça, ça communique en réseau, souvent Wi-Fi, en utilisant ces mêmes principes d'adressage IP, de protocole. Ah oui, exact. Ou même dans ton smartphone. Les différentes applications, elles communiquent entre elles ou avec des serveurs distants. Ça utilise aussi des couches réseau basées sur ces fondamentaux. On est entouré de réseaux qui fonctionnent sur ces bases sans forcément s'en rendre compte au quotidien. Quels autres réseaux cachés utilise-t-on sans même y penser? Ça ouvre des perspectives, non?